Bonjour chers fidèles téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro aujourd'hui que nous tournons dans l'enceinte même de l'église kimbongiste au plateau des 15 ans. Je reçois madame Clara Kessous. Elle va se présenter, elle va nous parler un tout petit peu d'elle avant qu'on entre dans le vif du sujet. Madame Clara, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour et merci de me recevoir dans votre si belle émission. Je m'appelle Gila Clara Kessous, je suis artiste de l'UNESCO pour la paix, c'est-à-dire que je fais partie des ambassadeurs de bonne volonté de l'UNESCO et je suis en même temps coach exécutif, c'est-à-dire que j'aide des personnes dans les organisations à pouvoir mieux prendre la parole en public, mieux négocier, mieux travailler, on va dire, leur prise de parole. Et je milite beaucoup pour les droits des femmes avec l'art. Je travaille en tant qu'activiste, donc je fais ce qu'on appelle de l'artivisme. Alors, à quel moment le théâtre peut-il devenir une arme diplomatique? L'art pour lequel j'ai été nommée à l'UNESCO en tant qu'artiste de l'UNESCO pour la paix, c'est le théâtre. Et en fait, Shakespeare disait que le monde est une scène. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que la diplomatie, bien, c'est des rituels, c'est du dialogue, c'est des mises en présence de différents points de vue, et donc c'est la base de ce qui existe au théâtre. Moi, j'ai commencé en tant que comédienne, j'ai fait le conservatoire, et très vite je me suis rendu compte que le théâtre dépassait simplement l'idée d'une simple transmission de texte, ou même une volonté de se mettre en avant pour une comédienne. Le théâtre nous apprend à parler, nous apprend à négocier, nous apprend à convaincre. Et d'où vient le mot convaincre? Le mot convaincre, il vient de l'étymologie cum vincere, qui veut dire vaincre ensemble. Et si cette notion de vaincre ensemble, ce n'est pas la diplomatie, qu'est-ce que c'est? En fait, tout l'art diplomatique va venir de cette capacité que je vais avoir d'émettre un point de vue et de comprendre le point de vue de l'autre. C'est pour ça que, pour moi, la diplomatie, elle est très proche de la négociation. Négocium en étymologie, eh bien, ça veut simplement dire sans relâche pour être dans la communication permanente. Donc pour moi, le théâtre, il sert à mieux parler et j'étais très intéressée par l'art-thérapie, c'est ce que je continue de faire, c'est-à-dire soigner par l'art, la dramathérapie, c'est soigner par le théâtre, aider des personnes victimes de syndrome post-traumatique pour mieux parler. Et en tant que coach, eh bien, j'ai développé toute une méthodologie pour mieux parler en public. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir coacher avec des techniques théâtrales de haute personnalité diplomatique, ce qui explique que j'ai fait ce lien entre l'art et la diplomatie. Votre parcours théâtral vous a amené à enseigner à l'université de Harvard. Quel est le souvenir que vous en gardez? Des anecdotes qui vous ont marqué? À l'université de Harvard, j'ai eu la chance de pouvoir créer un cours qui s'appelle Art et droits humains, théâtre et droits humains plus spécifiquement, à la Kennedy School qui est l'équivalent de sciences politiques. C'est vrai que, en fait, l'université de Harvard va venir dans mon parcours juste après mon doctorat que j'ai fait avec le prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, pendant plus de 6 ans. Dans ce doctorat, je réfléchissais à comment le théâtre peut aider des survivants de génocide pour essayer de mieux s'exprimer, faire la catharsis de ce qu'ils ont vécu et surtout mieux impacter pour que le spectateur devienne spectateur. Et lorsque j'ai enseigné à Harvard Université, c'est ce que j'ai transmis à mes élèves pour essayer de mieux comprendre comment l'art théâtral dépassait l'idée d'un divertissement théâtral, mais pour aller dans quelque chose qui était profondément lié à la liberté fondamentale, le rapport au corps humain et la compréhension de l'évolution des droits humains. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu développer au Carr Center, donc le centre sur les droits humains à la Kennedy School. Et j'ai essayé de pouvoir proposer un lien entre le théâtre, les droits humains et la négociation. Et d'ailleurs, dans les exercices que je fais faire aux femmes, lorsque je travaille avec elles sur l'art-thérapie, un exercice de négociation est celui que l'on fait à l'université d'Harvard dans le cours de William Ury, le grand penseur de la négociation raisonnée, la négociation gagnant-gagnant. Et c'est cet exercice où on essaye d'aller plus loin que le simple bras de fer sur son compétiteur et comprendre en fait qu'on n'est pas ici pour pouvoir gagner sur, mais gagner avec, comme je le disais, avec un principe de
cum vincere, convaincre, vaincre ensemble. Alors, comment le jeu d'acteur peut-il nous aider à négocier dans la vraie vie? Le jeu d'acteur peut nous aider à différentes manières. Déjà, il y a un travail de posture. Quand on va essayer de négocier, selon la lecture corporelle que va faire la personne qui négocie avec moi, on va déjà créer une volonté ou une non-volonté de pouvoir entrer en relation. Si je suis complètement affalée avec un visage qui est plutôt relâché, la personne va lire que j'ai aucune envie de négocier. Si au contraire je suis très stressée, très tendue, la personne va être de la même manière sur les gardes. Donc le théâtre, ça va être toute la lecture corporelle. Quelle est la bonne posture? Ni trop arrogant, ni trop relâché. Il y a la définition d'un mot important dans la négociation, c'est le mot assertivité. Qu'est-ce que c'est que l'assertivité? Eh bien, la définition, c'est ni hérisson, ni paillasson. Ni hérisson, c'est-à-dire pas d'agressivité avec la personne avec laquelle je négocie, ni paillasson, c'est les personnes qui s'excusent de s'excuser. Vous savez, vous les poussez dans le bus, elle vous dit « Ah, je suis désolée ». Donc ça, c'est très important de trouver un bon équilibre et le théâtre va venir pour justement répéter le réel. J'utilise beaucoup de vidéos, par exemple, dans les média trainings que je fais avec des ministres ou des personnes d'entreprise. Eh bien, quand ils voient la vidéo, ils se disent « Oh, mais je suis comme ça, oh là là, le visage sévère, le corps qui est tendu, c'est pas du tout comme ça que je voudrais essayer de rentrer en relation avec l'autre. » Donc on travaille la posture non verbale et on travaille aussi le verbal, c'est-à-dire comment je structure et je dirais quel est le goût du mot que je transmets. Est-ce que le mot que je transmets est trop dur, donc hérisson, pardon, ou alors est-ce que le mot est bien trop paillasson, c'est-à-dire j'ai une petite question à te poser. Là, j'ai une petite question, c'est déjà que la personne minimisée. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup chez les femmes. Alors, en tant qu'artiste de l'UNESCO, quel regard portez-vous sur l'impact réel de l'art dans les milieux de génocide, par exemple? L'art est très puissant. Chaque année, j'organise World Art Day. C'est un forum qui célèbre la journée mondiale de l'art qui est le 15 avril. Et vous pouvez regarder sur le site internet, vous trouverez tout sur le site de l'UNESCO ou sur worldartdayforum.com. Donc, pendant ce forum, j'ai 3 tables rondes. Art et soins. Donc c'est tout ce qui est art-thérapie, j'ai des directeurs d'hôpitaux qui viennent témoigner de combien l'art est important. J'ai une violoncelliste par exemple incroyable qui joue dans des unités de phase terminale, donc d'oncologie, et qui témoigne combien est-ce qu'elle voit la douleur diminuer pour des patients qui ne peuvent plus prendre leurs médicaments tellement qu'ils souffrent. J'ai des personnes de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui viennent témoigner de combien l'art est puissant. Et vous savez peut-être qu'au Canada, on a créé ce qu'on appelle des ordonnances médicales liées à l'art. C'est-à-dire que plutôt de donner tout de suite un médicament chimique, on va prescrire, c'est des prescriptions artistiques, on va prescrire d'aller plutôt voir un musée, d'aller plutôt faire un cours de danse douce pour faire du bien au corps et faire du bien à la tête. Bien sûr, ça ne remplace pas des médicaments lourds, un traitement chimique important lorsqu'on a des maladies qui sont importantes, mais l'art peut venir accompagner de façon puissante. Donc ça, c'est la première des tables rondes. Deuxième table ronde, c'est art et engagement sociétal, l'artivisme dont je parlais. Comment est-ce que l'art va venir dans des cadres de conflit, avant le conflit pour essayer d'enrayer, pendant le conflit pour essayer d'apaiser et post-conflit pour essayer de guérir et augmenter la résilience. On l'a vu partout. On l'a vu dans tous les pays du monde, avec une puissance incroyable des artistes qui viennent pour prendre en charge la population qui a souffert. Et puis, dernière table ronde, et important aussi quand on parle de la mission de l'art aujourd'hui, art et éducation à la paix. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut faire parler des populations qui vont être des populations ennemies, l'art est incroyable. On a vu des colonies de vacances, des enfants qui viennent du Pakistan ou de l'Inde, qui viennent d'Ukraine ou de Russie, eh bien, chanter ensemble, danser ensemble, faire des dessins ensemble, faire du théâtre ensemble. Et ça, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la City of Joy, hein, la fameuse ville de la joie qui a été créée par Eve Ensler en RDC, à côté de l'hôpital Panzi, qui a été créé par le docteur Mukwege, qui est en fait un centre qui permet aux femmes qui ont été violées de pouvoir être reconstruites
par l'art. Ce n'est que de l'art-thérapie, elles viennent avec leurs enfants et elles peuvent s'occuper d'essayer de se reconstruire après leur syndrome post-traumatique. Parlons d'anecdotes, vous avez également travaillé aux côtés de ces femmes au niveau du Rwanda, mais également des femmes qui vivent des violences au niveau de l'Est, de la RDC. Alors, que retenez-vous de ce passage ? Ce que je retiens de ce passage, c'est des moments qui vont être touchants parce que les personnes vont tout d'un coup retrouver la noblesse, quelquefois de la parole. Ce sont des personnes qui ne parlaient pas, qui refusaient même d'émettre un son au niveau de la gorge, parce que pour elles, c'était une forme d'admettre en fait que ce corps ne leur appartenait plus. Une femme qui a été violée, c'est une femme dont le corps a été souillé et qui ne sait plus quoi faire en fait de ses propres os, de ses propres muscles, de sa propre chair. Et lorsqu'on travaille avec elle, quelquefois sans parole, jusqu'à tout d'un coup arriver au moment où on fait des exercices comme j'ai pu en faire avec les ma, ba, pa, sur des syllabes, lorsqu'on va commencer à dire « je », c'est quelque chose de bouleversant. Tout d'un coup, la personne va retrouver la dignité de l'être parce qu'elle va dire « moi », juste « moi », et redonner la faculté de parole à ces femmes. C'est quelque chose pour moi qui est peut-être la chose la plus bouleversante que j'ai vécue dans ma vie. J'ai une petite question de curiosité. Vous allez vous accompagner ces femmes afin de libérer ce qu'elles ont comme difficulté à s'exprimer, de pouvoir poncer les blessures. Mais lorsqu'elles demeurent encore dans les mêmes lieux où se déroulent les génocides, n'y a-t-il pas un risque de pouvoir retomber encore dans ces travers ? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on voit quelquefois. Par contre, les outils que je donne, que ce soit des outils justement de micro-massage, des outils de reprise de possession de son corps, sont des outils qui sont simples et que la personne peut réactiver. Il y a une intelligence du corps qui est presque plus intéressante et plus intelligente, je dirais, que l'intelligence de l'esprit. Quand tout d'un coup, vous donnez aux femmes la clé pour comprendre comment le corps fonctionne, déjà, elle va se dire, c'est un outil, ce n'est pas un bourreau. Parce qu'en fait, dans l'esprit des femmes, parce que lorsqu'elles ont été violées, elles ne peuvent plus rentrer dans leur famille, donc elles sont souillées, mais elles sont l'objet de l'humiliation et de la honte. Le corps, c'est comme s'il avait été le traître, parce que c'est par ce corps qu'aujourd'hui je n'ai plus accès à l'amour de ma famille, que je n'ai plus accès à la société, que je ne suis plus utile. Et donc quand tout d'un coup, vous essayez de changer ce paradigme, de changer cette façon de penser en donnant des petites choses, en retrouvant la connexion que l'on peut avoir avec soi, en se traitant avec bonté, avec gentillesse et avec patience. Il y a quelque chose qui fait que ça leur permet de refonctionner. Et ce refonctionnement, il est là. Après, bien sûr, on a des prises en charge qui vont être sur place, autres que les miennes, puisque moi, je ne suis pas psy. Donc, je travaille avec d'autres personnes qui sont spécialisées dans tout ce qui va être prise en charge psychologique des syndromes post-traumatiques. Mais on leur donne des clés, je dirais, de repossession d'elles-mêmes. C'est pour ça que la question de l'incarnation est tellement importante au théâtre. Alors, nous étions là tout à l'heure dans l'enceinte même de l'église kimbangiste. Vous avez tenu un atelier rapidement avec les dames kimbongistes. Ces gestes, quelle était la signification de ces gestes ? Il a fallu qu'elles crient, qu'elles s'expriment, qu'elles marchent avec un port de reine. Pouvez-vous un peu nous expliquer la signification, la quintessence même du geste ? Bien sûr. Alors j'ai commencé par un exercice qui était l'exercice que je décrivais tout à l'heure, l'exercice du bras de fer, qui est un exercice qu'on fait dans la classe de William Ury. L'exercice, c'est vraiment de comprendre que on met une personne face à face et on lui dit « Prenez-vous comme si c'était un bras de fer », vous ne prononcez pas le mot bras de fer dans les instructions, et vous dites « Le but est d'avoir un maximum de points, que les mains de vous et de vos collaborateurs tombent d'un côté ou de l'autre de la table, vous avez un point. Le but, c'est de faire un maximum de points. La plupart des gens vont rentrer en compétition l'un contre l'autre, il n'y aura pas de points. Et puis, petit à petit, on va voir qu'il y en a un qui dit « Tiens, mais si je fais ça, je fais un point. Donc, si je fais ça, je fais un point. » Et vous allez avoir des personnes qui vont faire des allers-retours en comprenant que la collaboration leur permet de pouvoir gagner plus de points par rapport aux autres équipes. Donc ça, c'est pour mieux faire comprendre ce que c'est que la négociation raisonnée dans la collaboration. Ça, c'est une chose. Ensuite, on a travaillé ce qu'on appelle la pluie magique.
Et cette pluie magique, c'est vraiment essayer déjà de travailler au niveau squelette, au niveau du port du corps, quelque chose qui va s'étirer vers le haut pour pouvoir faire tomber les gouttelettes sur son visage. Et là, à l'aide de micro-massages, on va permettre de pouvoir refaire circuler le sang. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il y a des athlètes qui sont en haute montagne et qui le font pour essayer de retravailler la fluidification sanguine. Et puis par des tapotements, on va réveiller le corps. Ça, c'est des exercices que l'on fait après des attentats, après des chocs émotionnels, après des syndromes post-traumatiques. Donc partout, on va essayer de reprendre possession de ce corps pour travailler la circulation sanguine et l'oxygénation. Donc ça, c'est un autre exercice que l'on fait avec un premier cri vers le ciel. Autre exercice que l'on va faire, on va donner confiance à la personne en lui faisant marcher comme s'il était une majesté. Et là, c'est le début de la personnalisation du personnage. Quand on devient un personnage, on n'est pas soi, donc on peut parler comme on veut. Et c'est ça qui est bien, parce que la fiction nous aide en fait à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas moi qui parle, mais c'est quand même moi qui parle. Quand je dis je suis reine, je suis puissante, c'est pas moi qui parle. La dame, elle nous a dit de faire alors. Mais en fait, c'est moi. Et je réveille quelque chose à l'intérieur de moi. Et le corps, tout d'un coup, prend enfin l'espace qu'il doit prendre. Et comme je le disais tout à l'heure, l'intelligence du corps, elle est tellement importante que le jour où ces femmes, elles se sentiront un peu tristes, peut-être qu'elles vont repenser que leur corps, il est capable d'avoir cette majesté. Donc on a eu ce travail de marche en puissance grâce au personnage de la reine, grâce au personnage de la princesse, avec une mise en langage qui dit « je suis puissante ». Ça, c'est quelque chose de très important. Une fois qu'on a travaillé ce rapport à soi, on a travaillé le rapport à l'autre avec le fait de se donner la main, de sentir la force qu'il y a d'avoir une femme à droite, une femme à gauche, et on a fait circuler l'énergie pour sentir la force du collectif. Puis ensuite, on a travaillé la posture. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, c'est un autre professeur de Harvard qui le dit. C'est Amy Cuddy. C'est U-D-Y, qui est une femme qui a travaillé sur les power positions, les positions de pouvoir. Et elle montre comment, en fait, quand on est dans une position de pouvoir, au niveau des neurosciences, le taux d'hormones de stress décroît. Ce qui veut dire que les pauvres étudiants, quand ils révisent les examens et qui sont comme ça prostrés sur leurs notes, ils donnent un signal à leur corps et à leur cerveau qui fait générer du stress. Au contraire, elle, ce qu'elle dit, isolez-vous, allez aux toilettes, regardez-vous dans la glace et gagnez en assurance avec la capacité de pouvoir vous sentir puissant. Et ça, c'est ce qu'on a fait avec cette posture de puissance des femmes pour que dans le corps, on sente, avec le taux d'hormones, qu'il y a une capacité de force. Puis on a terminé avec ce rapport au chant, ce rapport aussi au fait de se recentrer en tant que groupe. Et donc, avec ce chant, ça a été un moment très intense pour pouvoir se dire au revoir et garder quelque chose de nous en termes d'énergie. Voilà un petit peu comment est-ce que j'ai structuré cette intervention, hélas un peu courte. Important, j'ai oublié de le dire, l'exercice de diction, l'exercice de placement de voix. Beaucoup de femmes ont la voix mal placée et parce qu'elles crient après les enfants ou après le mari ou après la famille, enfin bref, il y a mille et un moyens de crier quand on est une femme. Elles se font mal ici aux cordes vocales. Donc le placement de la voix va aussi générer de la puissance. Donc là, on a travaillé des successions de syllabes. Et il faut savoir qu'à la Comédie Française, on fait le même exercice. Ma bapa, me bepe, mi bipi, moi bois. Donc tout ce qui va travailler la diction et le placement de voix pour là aussi se sentir puissante. Donc tous ces exercices sont en fait des exercices préparatoires avant ensuite l'incarnation dans un personnage avec le vrai atelier de théâtre. À l'UNESCO, je fais 2 forums internationaux. Le forum Feminavox pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, qui est un forum dans lequel j'invite des prix Nobel, des têtes couronnées, des premières dames et beaucoup d'activistes à parler des droits des femmes. Vous trouverez tout sur le site feminavoxforum.com. Et World Art Day, qui est un forum dédié à la Journée mondiale de l'art, qui est tous les 15 avril. Et vous trouverez tous les renseignements là sur le site worldartdayforum.com. Nous allons suivre cet extrait et on se retrouve tout à l'heure. Nazana Nsengo Ebele.
ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je m'appelle Pilar Clara Jesus. Je suis artiste de l'UNESCO pour la paix. Je fais partie des ambassadeurs de bonne volonté à l'UNESCO et ça fait 20 ans que je travaille avec les femmes. Ça fait 20. Aujourd'hui, je voudrais faire avec vous 3 petits exercices qui vont être des exercices qui vont vous aider à tenir et à vous préserver. Parce que c'est ce qu'on cherche. En tant que femme, on a à gérer beaucoup de choses. On a à gérer beaucoup de stress. Ça fait 20 ans que je travaille avec des femmes victimes de violences, des femmes victimes de violences sexuelles en particulier, des femmes victimes de violences sexuelles en particulier. Et ce que l'on cherche dans la dignité retrouvée de soi, c'est de pouvoir se reconstruire, se préserver, gagner en résilience. Et je le fais avec l'art-thérapie, avec le théâtre, et je le fais avec des exercices de négociation. Alors le premier exercice que je voudrais vous demander de faire, mesdames, c'est un exercice qu'on fait à l'université de Harvard. C'est quand on veut essayer de comprendre comment mieux faire de la négociation. Et la négociation, nous, en tant que femmes, on en fait tous les jours. On en fait avec le mari, on en fait avec les enfants, on en fait avec sa famille, ses sœurs, son père, sa mère, toute sa famille. La négociation, c'est quelque chose qu'on fait sans relâche. Je vais vous demander de vous mettre l'une en face de l'autre. Face à face, assise, genou contre genou. Pas comme si on voulait se saluer. On se donne la main comme ça. Ok. On fait de la négociation. Voici les règles du jeu. On va faire tomber les gouttelettes. Je veux voir toutes les mains qui font tomber les gouttelettes du ciel. Allez. Et doucement, les gouttelettes, elles vont tomber sur notre front. Mini massage du front. On tourne. Allez, le haut du corps aussi. Ah, on a bien besoin de ça, hein? Oui. Les jambes. Allez. Le dos. Et on s'étire. Après bruit. On se sent mieux ou pas? Oui, ça va, on se sent mieux. On se sent mieux. Être une reine, une princesse. Je veux vraiment que vous ayez la démarche d'une reine, d'une princesse. Il faut que les pieds rentrent dans le sol avec grâce. Et que quand vous regardez les autres, tous les autres, vous vous dites, ah, ça c'est mon peuple à moi. Allez, plus belle, plus majestueuse.
sommes de retour sur ce plateau. Madame Clara, vous défendez la résolution Féminax. Vous imposez un quota de 30% de femmes aux tables de négociation diplomatique, n'est-ce pas? Alors pourquoi 30% des femmes? D'abord, merci beaucoup de pouvoir souligner ce combat que je mène depuis de nombreuses années, mais j'ai osé pouvoir le formuler devant les Nations Unies le 10 septembre dernier, dans le cadre de Peace Talks, qui est un rendez-vous de rencontre où des activistes, des personnes de gouvernement viennent prendre la parole pendant 8 minutes. On m'avait demandé de prendre la parole sur le travail d'artiviste que je fais, d'art-thérapeute, et moi j'ai pris 4 minutes pour l'art-thérapie et puis 4 minutes pour faire une résolution, puisqu'aujourd'hui les femmes sont complètement exclues de toutes les tables de négociation diplomatique. Aujourd'hui, moins de 6% de femmes sont médiatrices, négociatrices, même signataires d'accords de paix. Donc elles sont complètement ignorées, ce qui veut dire qu'en fait, elles sont les premières victimes des guerres. Elles sont les premières à, sur le terrain, essayer de s'organiser pour s'occuper des blessés, des enfants, etc. Quelquefois même faire tourner la maison. Et elles sont complètement exclues des tables de prise de décision. Donc, j'ai proposé un quota de 30% parce qu'en fait, 30% c'est la bascule. C'est très intéressant parce que vous avez beaucoup de personnes qui me disent 30% c'est irréaliste, impossible, et d'autres personnes qui me disent 30%, mais pourquoi pas 50%? C'est ce qu'on appelle des quotas qui vont permettre d'arriver à l'égalité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez incroyable de voir, même ici au Congo, vous l'avez, comment 30% peut changer les choses en termes de bascule pour arriver petit à petit à l'équité. Pas encore l'égalité, mais au moins un moyen d'y arriver. Alors on nous fait signe de l'autre côté qu'il faut que Madame Clara se mette debout pour y aller. Alors nous allons parler de Women on Vote. Women on Vote, c'est ça? Exactement. Alors parlez-nous un peu de ce court-métrage que j'ai suivi dernièrement en projection, mais que j'ai également suivi à la maison. Quel est le message principal de ce court-métrage? Alors, déjà rappeler que la résolution s'appelle FeminaPax et vous pourrez trouver sur internet tout ce qu'il faut sur le site internet feminapax.com. Woman on Rope, la femme à la corde, ça a été pour moi un défi personnel. Il y a 2 ans, en tant que maman, je me suis lancé le défi d'essayer de monter à la corde. C'était une de mes plus grandes phobies quand j'étais petite. Tout le monde se moquait de moi, j'arrivais pas à monter à la corde. Et je me suis dit, il y a 2 ans, je vais essayer. Et je m'attendais à ce que la personne que j'ai rencontrée, la coach, me dise, mais enfin madame, à votre âge, pourquoi vous voulez monter à la corde? Vous avez eu 2 enfants, pourquoi? Et au contraire, elle m'a dit, mais vous savez, avec de la constance, avec de la répétition, avec des entraînements, vous pourrez. Et donc, j'ai fait des entraînements 1 fois par semaine, 2 heures. Et au bout de 6 mois, j'arrivais à monter à peu près 7 mètres. Et je me suis dit, si j'arrive à monter moi, mais toutes les femmes peuvent réussir à monter. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir à ce film qui, Woman on Rope, la femme à la corde, essaye de revisiter l'évolution des droits des femmes au travers de dates. Chaque grippe est une date en lien avec un événement qui s'est passé dans l'histoire des droits des femmes et avec des archives de pays pour qu'on comprenne où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec les avancées et malheureusement les reculs. Ça m'a demandé de réfléchir aussi à comment découper le corps avec la corde. Parce que vous savez que nous, les femmes, c'est comme des pièces de boucher. On a toujours le corps pris en otage. Que ce soit au niveau du haut du corps pour le nourricier, que ce soit au niveau du ventre avec le côté d'enfantement, que ce soit au niveau plus bas, n'est-ce pas, tout ce qui va toucher au désir. Donc, c'est tout le temps une question de prise d'otage de notre propre corps et la corde. D'ailleurs, ça me fait très mal. La corde m'a permis de pouvoir à la fois faire comprendre ce qui était en jeu selon la date et le pays qui était concerné. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons nous dire au revoir à travers cet extrait de ce court-métrage et on se dit à très bientôt. Si ce n'est pas ici, mais en tout cas, c'est moi qui viendrai vers vous. Avec plaisir. Merci de tout cœur de ce temps de partage de grande qualité. Merci beaucoup et à très bientôt.